Bien, bonjour à toutes et tous. Il est 9h04, donc on va démarrer cette matinale transmission. Vous êtes tous bien installés, bien prêts à suivre cette webconférence qui porte sur un sujet important qui est la cession d'entreprise, un membre de la famille. Juste un petit mot d'accueil. Cette conférence vous est proposée par le comité de transmission du Conseil de l'Ordre de Paris, où un certain nombre de confrères et de consoeurs travaillent à des outils, à des approches pour faciliter l'expression de missions liées à la transmission d'entreprise auprès de nos cabinets, car nous considérons que nous sommes très bien placés pour aider nos clients à préparer leur transmission, voire à se développer par de la croissance externe. Si parmi ceux qui nous entendent ce matin, et vous êtes près de 100 déjà à être connectés, certains ont des talents ou des compétences dans ce domaine-là et qui veulent nous rejoindre, bien sûr, ils sont les bienvenus. Alors, ce sujet est un sujet important et nous avons des matinales à un rythme trimestriel. Donc, un petit souci. Cette thématique que nous allons traiter ce matin avec nos trois experts, que sont dans l'ordre alphabétique Martine Guérin, qui est une de nos consoeurs, Jacob Lévy, qui est bien sûr un de nos confrères, et Patrick Soussana, un de nos confrères également, s'inscrit dans un process important, car en France, par rapport à d'autres pays européens, ce mode de transmission est moins répandu, et pourtant, nous savons que c'est un mode de transmission qui a beaucoup d'avantages et qui réussit bien, et qui bénéficie d'ailleurs d'avantages fiscaux dont on va parler ce matin. Un point de détail quand même, pour suivre ce webinaire, bon, vous n'avez qu'à vous laisser guider. Si vous voulez poser des questions, vous avez sur la partie droite de votre écran une rubrique qui s'appelle Chatter, C-H-A-T-E-R, et quand vous posez votre souris sur Chatter, vous pouvez ouvrir et poser votre question, et on essaiera d'y répondre pendant cette séquence, et si on n'y arrive pas, on le fera après. Globalement, nous avons prévu une séquence d'1h30, donc on arrêtera à 10h30. Mais dans cette séquence, nous aurons du temps normalement pour les questions. Donc, laissez-vous guider. Bon vol parmi nous. Et puis, je vous souhaite un bon petit déjeuner pour ceux qui, en même temps, prennent leur café, leur croissant, leur palmier, leur pain au raisin. Profitez-en bien. Et on va démarrer. Donc, la liste de nos participants va apparaître sur le slide suivant. Si Patrick veut bien avancer, le slide suivant, normalement, voilà, la thématique. Donc, la cession d'entreprise à un membre de la famille. Comment anticiper? Le terme d'anticipation est un terme clé pour toute forme d'entreprise à céder, toutes les cessions d'entreprise, pardon. C'est un point essentiel. Anticiper pour optimiser les chances de succès d'une transmission intrafamiliale. Et donc, nos trois intervenants, Jacob Lévy, Martine Guérin et Patrick Soussana, qui sont donc nos confrères, membres de notre comité. Donc, je passe la parole sans plus tarder à Jacob Lévy, et puis nos autres amis interviendront au fur et à mesure des parties qu'ils auront à traiter. Merci. Jacob, c'est à toi. À vous, Cognac-Jeu. Bien, merci à tous. Donc là, ce slide rappelle un petit peu le sommaire. Donc, les modes de transmission familiale que je traiterai, donc les définitions, les avantages, etc., pour comprendre un petit peu tous les points importants. Ensuite, Martine Guérin qui va focaliser donc sur tous les risques et les points d'attention, et Patrick Soussana, le pacte d'actionnaire familial, qui est moins connu de nous tous. Voilà. Donc, je vais démarrer ma partie, donc les modes de transmission familiale. Alors, 5 points seront traités. Le pacte Dutreil, qui est, on va dire, le cœur des montages, on va dire, intéressants fiscalement au niveau de la transmission familiale. Ensuite, la donation avec réserve d'usufruit, la donation avant cession, le family buyout, qui est une
combinaison de montage, mais très intéressant et moins connu. Et ensuite, quelques mots de l'étendue de notre offre en tant qu'expert comptable dans l'accompagnement de nos clients. Voilà, donc les principales questions à se poser, et je pense que c'est bien au niveau timing de bien les cerner. Donc, les questions préalables à la transmission. Donc déjà, je pense que je dirais que la majorité de nos clients, il faudrait presque les circulariser, leur dire vérifier que peut-être votre société est concernée, et on peut évidemment vous accompagner pour identifier ce besoin. Parce que ce serait dommage que la société en question soit concernée et que une fois que le client a arrêté, qu'il s'est mis à la retraite, on se rend compte que c'est trop tard, il pourrait nous en vouloir. Donc, ma société est-elle concernée et comment mettre en place le pacte? Donc, ma société est-elle concernée? En 2 mots, en fait, finalement, c'est on va dire le champ, le périmètre est assez large puisque c'est une activité, toute société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole et même libérale, voire même location meublée non professionnelle, et peut bénéficier du pacte. Donc, les seules sociétés qui ne peuvent pas, sont celles qui ont une activité civile majoritaire, hein, parce que lorsqu'il y a une activité mixte, on voit qu'il y a des celles qui est majoritaire, ou une holding patrimoniale. Voilà. Donc ensuite, comment mettre en place le pacte? Eh bien, donc il s'agit, le pacte Dutreil s'applique aux transmissions à titre gratuit. Donc il y a plusieurs années, il était réservé aux transmissions par décès. Donc maintenant, il a été étendu. Et avant toute opération de transmission, donc succession ou donation, il faut donc un engagement collectif. On va revenir un petit peu sur les différentes conditions qui peut être souscrit donc par le donateur, et si le dirigeant est décédé avant, ça peut aussi encore marcher puisque ce sera réputé acquis, et par un ou plusieurs autres associés. Et pour être opposable à l'administration, il faut qu'il soit enregistré. Voilà. Donc ça, c'est des questions préalables. Donc une fois qu'on a cerné et qu'on se dit c'est possible, on peut y aller. Donc là, il y a d'autres questions qui se posent le jour de la transmission. Et là, on peut se demander, bon, ok, le donateur a pris des engagements, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des donataires? Eh bien, les donataires, à titre purement individuel, chaque héritier donataire va devoir s'engager, s'il veut bénéficier de l'exonération partielle, donc qui est un abattement de 75%, on va revenir là-dessus, il va devoir s'engager à conserver les titres 4 ans après, à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, qui est, je ne sais pas si je l'ai dit, de 2 ans. Donc, finalement, l'engagement total, il est de 2 plus 4, donc 6 ans au total. Dans quel cas peut-on céder les titres sans remise en cause du dispositif? Alors, là, en fait, il faut quelque part, céder les titres, une fois que l'ensemble des titres, donc avant qu'une transmission à titre gratuit n'a été opérée, les titres faisant l'objet d'un engagement de conservation peuvent être cédés ou donnés aux signataires, à condition qu'on respecte le taux global de 17 en droit financier, 34% en droit de vote. Par contre, une fois que la transmission à titre gratuit a été réalisée, toute cession de parts ou action qui est soumise à l'engagement collectif va entraîner la remise en cause du dispositif. Voilà. Alors, est-ce que je peux, donc, puis-je donner des titres et conserver l'usufruit? Alors, oui, effectivement, on va le voir un peu plus en détail. Hein. C'est d'ailleurs souvent le choix d'un chef d'entreprise. Et ensuite, la particularité du pacte en entreprise individuelle, c'est également possible
Donc là, du coup, évidemment, il n'y a pas d'engagement collectif puisque c'est juste l'entrepreneur individuel. Il faut juste qu'il ait acquis l'entreprise depuis plus de 2 ans et à titre onéreux. Voilà. Après, il y a évidemment la même condition pour les bénéficiaires donc là, il faut qu'il continue à exploiter l'entreprise. Alors là, c'est pendant 3 ans qui suivent la transmission à titre gratuit. Et ensuite, après la transmission, quelles sont les obligations déclaratives? Eh bien là, l'obligation déclarative, c'est que chaque année, les héritiers, légataires ou donataires, devront adresser une attestation au service des impôts. Et cette attestation devra être adressée au plus tard le 31 mars pour certifier que depuis le départ de l'engagement individuel de conservation des titres et jusqu'à l'expiration de celui-ci, l'engagement individuel de conservation a bien été respecté au 31 décembre de l'année précédente. Donc, les héritiers légataires et également la société également doit adresser également une attestation aux impôts. Bien, slide suivant. Alors, donc les avantages fiscaux. Donc, le pacte du trade permet au chef d'entreprise de transmettre son entreprise au sein de sa famille. Et là, il va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. On va voir tout à l'heure également qu'il y a des cumuls possibles. Il permet donc, premier point, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur des titres ou de l'entreprise individuelle. Le deuxième avantage, le donataire peut bénéficier aussi d'une réduction de droits. Donc, première exonération d'assiette et puis, deuxième réduction de droits de 50% dès lors qu'il est âgé de moins de 70 ans. Donc là, c'est la raison pour laquelle sinon il perdrait cet avantage de 50%, ce qui serait dommage. Voilà, donc slide suivant. Donc là, en fait, on continue dans le pacte du trade. Patrick, tu n'arrives peut-être pas à passer le slide suivant. Voilà, pardon. Oui, moi je l'ai passé, mais a priori ça passe pas dans le partage d'écran. Ah, bon. Je fais slide 7. Bon, il va falloir que je retrouve une solution. Peut-être que Claire peut nous aider à ce que je puisse repartager mon écran. Alors, ça marchait bien jusqu'à présent, hein, il fallait bien. Je vais peut-être essayer de continuer pour Est-ce pas que tu l'as là? Alors, attends voir, je vérifie. Hop. Ah, c'est bon, ça va. Alors, donc, on prend PowerPoint, Jacob, et je vais en partage d'écran comme ça, je pense que ça devrait aller. Très bien, merci. Donc, les conditions à respecter. Ah, là, on ne le voit plus, là. Reviens là où tu étais, là. Voilà, c'est bon, même s'il est en petit, c'est pas grave. Alors, pacte, donc sur le pacte, les conditions à respecter. Il y a un engagement de conservation collective de 2 ans. Depuis 2019, il y a eu quelques modifications, un assouplissement en réalité, pour favoriser justement les mises en place de pacte du trade. Et donc là, l'engagement collectif peut être pris par une personne seule. Il doit porter au moins sur 17% des droits financiers, alors qu'avant c'était 34%. Donc ils ont réduit par 2 le pourcentage de droits financiers, 20% pour les sociétés cotées et 34% de droits de vote. Ça reste valable, donc avec apport possible à une holding. Donc, le donateur ou défunt doit détenir le quota des titres et exercer son activité de direction depuis plus de 2 ans. Et chaque bénéficiaire doit prendre l'engagement, on l'a vu, de conserver pendant 4 ans les titres à l'expiration de cet engagement collectif. Voilà, slide suivant. C'est bon. Alors, donc là, un exemple pratique. Donc un dirigeant qui veut transmettre à ses 2 enfants
la pleine propriété des parts d'une entreprise évaluée à 2 millions. Donc ça, c'est un exemple avec transfert de pleine propriété. Évidemment, il n'est pas obligé de le faire en pleine propriété. Il peut le faire, comme on va le voir tout à l'heure, en nue propriété pour garder l'usufruit. Mais là, l'exemple qui permet de voir réellement l'impact. Donc, transmission de titres d'un montant de 1 million. Donc, donc du coup, il transmet à chacun de ses deux enfants, hein, donc 1 million. Et là, en fait, on voit que s'il n'a pas encore bénéficié, si pendant les 15 ans, les 15 dernières années, il n'a jamais bénéficié de l'abattement de droit commun, de transmettre, de donner 100 000 euros à ses enfants, il peut le faire à ce moment-là. Donc, du coup, ça lui fait un abattement de droit commun de 100 000 euros, en plus de l'abattement de 75%. Ce qui fait que les droits de mutation, s'ils n'avaient pas fait de pacte du trade, étaient de 212 et quelques, enfin 213 000 quasiment, et là, il serait qu'à 28 000. Alors, on continue, donc slide suivant, pour voir voilà, donc là, le tableau, on détaille bien tous les abattements. Donc, la donation par enfant, 1 million. Donc, l'abattement, 750, il ne reste plus que 250. L'abattement de droit commun par enfant, 100 000 euros. Valeur taxable, 150. Les droits de donation, 28. Ce qui fait un total pour l'ensemble des deux enfants, des droits de donation, de 56 000. Donc, du coup, il a 200. Au total, il paye 56 000 au lieu de 425 921, donc une économie de 87% pour ces deux enfants. Voilà, donc là, on continue le slide suivant. Et là, donc, finalement, ce cumul d'avantages, alors il revient, on ne peut pas évidemment bénéficier de tous les avantages possibles. Donc, il y a deux avantages, mais le deuxième est au choix, on va dire. Donc, le premier, qui va dans tous les cas, c'est l'abattement de 75%. Et puis après, tout dépend. Soit il y a une donation en pleine propriété, et donc là, la réduction des droits de donation, à condition qu'il ait moins de 70 ans, elle sera de 50%. Ou alors, il préfère une donation avec réserve d'usufruit, et là, du coup, la base des droits est réduite. Donc, sur les 25% taxés, il en paiera moins. Mais évidemment, en parallèle, il y aura les 75%, d'exonération, ils porteront sur une base réduite. Voilà, donc, puisque ce ne sera que la nue propriété qui aura été transmise et pas la pleine propriété. Alors, slide suivant. Voilà, donc, alors là, donc, du coup, on parle de la donation avec réserve d'usufruit. Donc, c'est ce qu'on appelle plus couramment le démembrement. Donc, le démembrement, il va permettre au donateur de conserver la jouissance de ses biens ou de ses loyers, puisque forcément, il faut quand même qu'il garde des revenus. Je pense que ça permet de faire la passation et la transmission sereinement, mais en même temps de limiter les droits de mutation à payer. La valeur de la nue propriété se calcule, il y a un barème légal qui permet de savoir en fonction de l'âge de l'usufruitier quel est le barème. Ensuite, au décès du donateur, alors l'avantage qu'il peut y avoir effectivement, c'est que si juste la nue propriété est transmise et que l'usufruit reste entre les mains du donateur jusqu'à son décès, eh bien, l'usufruit s'éteint en profit des donataires, entre guillemets, sans aucune taxation, gratuitement. Donc, quelque part, si c'était la volonté du donateur de garder l'usufruit jusqu'au bout, ça peut être un montage intéressant. Slide suivant. Donc là, c'est un autre mode, c'est la donation avant cession. Alors, elle est plus facile à mettre en place, même sans rentrer dans on va dire les montages plus compliqués. Et il permet de purger quand même la plus-value.
Là, je pense que normalement, toute chef d'entreprise devrait pouvoir la réaliser à partir du moment où il est prêt à faire une donation à l'un de ses enfants, parce que ça va éviter une double imposition. Le montage permet de passer de l'imposition de la plus-value au profit des frais de donation moins onéreux, puisque par donation du bien au donataire qui va céder ensuite à l'acquéreur. Donc ça, il y a un acquéreur, il faut d'abord faire la donation et du fait que les deux opérations vont être très peu espacées dans le temps, l'assiette de la plus-value sera quasiment nulle. Donc c'est une opération à retenir, un montage qui me paraît intéressant et simple à mettre en place. Ensuite, slide suivant, le family buyout, donc là c'est un peu plus complexe, donc forcément les dirigeants seront obligés de se faire accompagner par un spécialiste, ils auront besoin de nous dans la majorité des cas, même si c'est pas nous qui rédigeons tous les actes, etc. Et là, finalement, ce family buyout a le gros avantage de régler finalement, de répondre aux principaux objectifs, donc les 3 principaux objectifs du dirigeant, c'est d'effacer, ou de réduire au maximum la fiscalité, de préserver l'égalité des héritiers, ce qui est un sujet très important pour éviter les conflits, etc., et retirer, garder des liquidités pour sa retraite, pour pouvoir la vivre sereinement. Donc, il y a 3 techniques, 3 montages qu'il faut mettre en place. La donation, partage de titres, la donation-partage, l'apport de titres à une holding de reprise, et puis un pacte du trade. Mais là, du coup, il va être signé avec le donateur, les enfants et une holding, puisque là, on fait rentrer en jeu une holding. Voilà. Alors, slide suivant. Le schéma de family buyout, juste pour que vous puissiez, visualiser un petit peu ce qui se passe. Donc là, au départ, dans le schéma actuel, avant qu'il y ait toute transmission, le donateur est en haut, il détient la totalité, etc. Une fois que la transmission est faite, l'objectif en fait de la transmission, c'est que c'est l'enfant repreneur qui va détenir les parts, qui va détenir le patrimoine par le biais, par l'intermédiaire d'une holding. Du fait que forcément la valeur des titres de l'entreprise si on cherche un équilibre, elle va forcément être pas égale au patrimoine immobilier ou autre patrimoine qu'il aura transmis à ses autres enfants qui ne sont pas intéressés par la reprise d'actions dans l'entreprise. Et donc, le repreneur va devoir verser une soulte aux enfants non repreneurs. Et du coup, cette holding en question va détenir la société opérationnelle qui continuera à exercer l'activité. Et du coup, là, on voit le donateur, il est un petit peu de côté, mais s'il a une petite cagnotte intéressante pour continuer sa retraite, je pense qu'il sera satisfait. Ensuite, slide suivant. Donc, la donation-partage, donc on reprend les 3, finalement, ces 3 étapes. L'objectif de la donation, c'est de sécuriser l'opération et créer des avantages. Transfert immédiat de la propriété au donataire, respect de l'égalité et fixer des valeurs à l'avance, et pas attendre malheureusement le décès ou parce que là, c'est trop tard et que souvent, ça crée des problèmes à l'intérieur de la famille. Donc, fixer toutes les valeurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de discussion normalement à la sortie. Et les parts de l'entreprise sont données à un enfant, l'enfant repreneur, qui va payer la soulte, comme on disait, à ses frères et ses sœurs. Slide suivant. L'étape suivante est l'apport de titres à la holding. Donc là, c'est là, je dirais, la particularité du family buyout, c'est que cet apport de titres à une holding, le fait d'intégrer une holding, va permettre à l'enfant repreneur de bénéficier d'effets de levier financiers et fiscaux.
Le premier, c'est qu'il va contracter un emprunt qui va être sur la holding, donc il va pouvoir financer tout le paiement des soultes ou rachat des titres aux autres enfants. Il va faire remonter des dividendes à la holding sans fiscalité et pouvoir rembourser sa dette. Et il va continuer à bénéficier du pacte Dutreil déjà mis en place en réalisant ses apports de titres à la holding. Voilà. Slide suivant. Donc, voilà. Alors, donc, en fait, le pacte Dutreil qui était la troisième étape, je ne reviens pas dessus, on l'a vu en détail tout à l'heure. Donc, la seule chose qui diffère, on avait dit donc qu'il y a la holding qui fait partie des acteurs de ce pacte. Donc, c'est une sorte de petite conclusion sur cette première partie. C'est donc l'étendue de notre offre, nous, en tant qu'experts comptables. Donc, effectivement, la première chose, c'est de communiquer avec nos clients pour les inciter à se poser la question et peut-être nous solliciter pour les aider et leur conseiller de commencer à s'organiser, de commencer à se restructurer, d'étudier la question de l'enfant repreneur, etc. Ensuite, les conseils fiscaux, on peut donner donc il y a des conseils fiscaux et patrimoniaux adaptés à la transmission. On l'a vu avec le pacte Dutreil, avec la donation avant cession, avec donc le choix, est-ce qu'il faut le faire en pleine propriété ou en nue propriété, etc., etc. Et bien ensuite, il y a une phase indispensable d'évaluation de l'entreprise à transmettre, hein, parce qu'il faut pouvoir constituer un dossier pour le fisc, parce qu'il reste quand même s'il y a des exonérations, il reste quand même 25% de la base à taxer, et si on bénéficie d'une réduction, elle n'est que de 50%, donc il reste encore 50%. Bon, c'est vrai qu'on fait des grosses économies, mais quand même, il faut quand même justifier que ce qu'on va verser aux impôts est bien justifié par des calculs. Voilà. Ensuite, la rédaction du pacte Dutreil et ou des revues des actes juridiques. L'engagement de conservation, notamment, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et puis, il y a d'autres actes qu'on peut intervenir ou participer avec l'aide d'un avocat. Là, ensuite, une fois que toute l'opération est réalisée, eh bien, il y a un accompagnement du repreneur héritier, puisque c'est naturel, je dirais qu'on connaît l'entreprise, on a aidé au montage de toute cette opération. Je pense que l'héritier sera demandeur et quelque part il nous fera confiance pour l'accompagner. Et le dernier point, c'est d'accompagner le donateur en gestion de son patrimoine avec l'argent qu'il a reçu, des investissements financiers, des placements, une couverture des assurances vie, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire pour ma partie. Je donne la main à Martine Guérin qui va vous parler des points d'attention et risques. D'accord. Bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous aborder donc quelques points d'attention. Bon, bien évidemment, j'ai pas du tout la prétention d'aborder tous les points d'attention et de risque. J'en ai choisi quelques-uns, 3. J'aurais pu en choisir un peu plus, mais voilà, pour faire un petit peu la liaison avec ce que vient de dire Jacob, je vais vous parler donc des engagements de conservation des titres avec 2 formes d'engagement. Qui sont le réputé acquis et le post-mortem, en vous mettant le doigt sur certains points qu'il faut regarder. Je vais également vous parler de l'engagement collectif de conservation de titres en cas de détention indirecte, quand on est notamment dans le cas d'une holding, et on verra un exemple avec une holding passive. Et puis, dernier point, l'engagement individuel de conservation des titres, avec cette issue, l'issue de l'engagement collectif de conservation qui débouche ensuite sur l'engagement individuel. Ça sera une partie qui ne sera pas longue, mais qui est quand même importante sur un point. Donc, je veux bien avoir le slide suivant. Donc, pour vous parler donc, du premier point qui concerne donc l'engagement collectif de conservation des titres. Cet engagement, donc, il peut prendre 3 formes. La première forme, c'est un engagement formalisé au terme d'un acte authentique ou sous seing privé, donc c'est celui que l'on voit généralement. Et puis, il y a également un deuxième
une deuxième forme d'engagement, c'est l'engagement simplifié ou qu'on appelle encore le réputé acquis, et enfin l'engagement post-mortem. Donc le premier engagement, je ne vais pas vous en parler parce que bon, c'est un engagement classique qu'on voit dans 90% des cas. Donc acte authentique, bon, c'est intéressant parce que ça passe devant notaire, donc il y a forcément date certaine et ça ne peut pas être mis en cause. Quand c'est sous seing privé, bon, il y a toujours un petit peu les risques des actes que l'on signe soi-même, voilà, qui peuvent être éventuellement remis en cause. Donc, si on passe au slide suivant, donc qui va décrire, enfin qui va nous parler donc de cet engagement collectif réputé acquis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un engagement collectif de conservation réputé acquis? C'est un engagement qui est réputé acquis alors même que cet engagement n'a pas été formalisé si les conditions suivantes sont réunies, c'est-à-dire que le chef d'entreprise détient seul ou avec son conjoint les quotes-parts nécessaires des droits de vote et de droits financiers dont vous a parlé Jacob dans la première partie, même par l'intermédiaire d'une holding dans la limite d'1 degré d'interposition, et ça c'est possible depuis le 1er janvier 2019, que la durée de détention des titres donc par ce chef d'entreprise elle est d'au moins 2 ans, et que le chef d'entreprise il exerce une fonction de direction au sein de la société. Donc, sur le slide suivant, on vous explique que dans ce cas, eh bien, l'engagement collectif, il est existant, hein, il est réputé exister, et qu'on peut passer directement à la période individuelle de conservation, donc de 4 ans qui suit, c'est-à-dire qu'en fait, dans le réputé acquis, dès l'instant où on respecte bien toutes les conditions que je viens de vous dire, eh bien, ça nous fait gagner 2 ans. Alors, bien évidemment, il y a quand même un peu des pots de banane là-dedans, parce que il faut faire attention, parce que il faut que la fonction de direction, elle doit être transmise obligatoirement au donataire, c'est-à-dire à celui à qui l'on donne. Et ça veut dire que le dirigeant, enfin le chef d'entreprise, qui voulait faire donc un pacte du trade et conserver le pouvoir, ça n'est pas possible dans le réputé acquis. Donc ça, c'est le point d'attention qu'il faut noter. Le réputé acquis, ça fait gagner 2 ans, mais attention, le chef d'entreprise ne peut plus avoir une fonction de direction. Cette fonction de direction doit être obligatoirement transmise en même temps, avec ce réputé acquis. Ensuite, je vous parle également sur le slide suivant donc, de l'engagement collectif post-mortem. Alors, il est peut-être moins connu. Alors, ça, c'est lorsque le chef d'entreprise décède avant d'avoir procédé à la transmission de son entreprise et que ses héritiers ou légataires, ils peuvent souscrire un engagement collectif de conservation qui va permettre aussi, bien sûr, d'obtenir l'abattement sur les droits de succession calculés sur les titres transmis au décès. Alors, cet engagement donc, doit respecter les conditions de détention applicables à tous les engagements collectifs. Il doit être souscrit dans les 6 mois du décès et il peut être enregistré avec la déclaration de succession. Mais là encore, attention, pot de banane, l'engagement ne va pas être de 4 ans comme on pourrait le penser, il va être de 6 ans. Donc ça, c'est le point d'attention donc avec le post-mortem. Mais il faut quand même l'avoir en tête parce que parfois, il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément pensé, qui n'ont pas préparé leur transmission. C'est quand même possible au décès. Je veux dire, on a quand même cette possibilité-là, donc avec le post-mortem. Donc, il faut quand même l'avoir un peu dans un coin de sa tête. Mais bien évidemment, c'est mieux quand on prépare les choses auparavant. Mais là, on peut se trouver dans des situations où finalement, ça peut quand même aider donc quand même à transmettre l'entreprise alors que rien n'a été fait. Ensuite, je vais vous parler dans le slide suivant, j'essaye d'aller vite, j'espère que je ne vais pas trop vite non plus, concernant donc l'engagement de conservation des titres et les détentions indirectes. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un engagement du trade qui ne va pas porter sur les titres qui vont faire l'objet de la transmission. Et pour savoir si une société peut faire l'objet d'un pacte du trade, soit que les titres qui sont détenus, eh bien, ils sont détenus directement dans une société opérationnelle, ou bien alors qu'ils sont détenus via une holding. Alors, si on regarde le petit schéma qui va apparaître sur le slide suivant, on voit donc dans ce schéma, vous voyez donc il y a sur la partie gauche, donc soit qu'il y a une détention directe des titres dans la société opérationnelle, et là, il y a un engagement collectif de conservation qui peut être bien évidemment signé directement, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et puis, dans la partie droite, on a une détention indirecte, et c'est finalement relativement classique.
donc comme schéma. Donc, soit que on détient directement des titres de la société opérationnelle que vous voyez dans les ronds bleus par l'intermédiaire d'une holding. Alors, bien évidemment, il y a toujours cette histoire de est-ce que ma holding elle est animatrice ou est-ce que ma holding n'est pas animatrice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que une société ne fait pas l'objet d'un engagement du trade sur ses titres que ces titres ne peuvent pas bénéficier indirectement d'un engagement du trade. Alors, quand on va prendre déjà la première possibilité, quand la société holding elle est animatrice, l'administration fiscale regarde cette société comme ayant une activité commerciale. Donc, pas de problème, on peut faire un engagement collectif, je veux dire, donc sur ces titres-là. Par contre, quand et on va s'y arrêter un petit peu plus, quand on détient, donc quand le chef d'entreprise détient ces titres de cette société opérationnelle par l'intermédiaire d'une holding passive, comment est-ce que ça se passe? Alors, là-dessus, il faut faire quand même attention. Je regarde un petit peu, après, si je vous ai un petit peu tout dit. Peut-être que je peux rappeler, mais vraiment très rapidement, ce qu'on appelle une holding animatrice. Il faut que, quand on dit qu'on a affaire à une holding animatrice, c'est elle qui définit la stratégie et les orientations économiques du groupe et qui, subsidiairement, rend des services à ses filiales. Donc ça, c'est dans le slide suivant, mais c'est pas grave, je préfère qu'on reste sur ce slide-là, donc pour voir un petit peu ce qui se passe quand on a donc cette holding passive. Elle peut donc bénéficier indirectement du trade, et dans ce cas-là, l'engagement collectif de conservation, il est pris par la holding sur les titres de la société opérationnelle. Lors de la transmission des titres de la société holding passive, on procède en 2 temps. Donc ça, je veux bien qu'on passe au slide qui est un petit peu plus loin. Si c'est possible, le slide suivant, c'est ce que je viens de vous dire, slide suivant encore, donc pour arriver au petit schéma où on voit une holding passive avec, voilà celui-ci, merci, donc avec cette holding passive, on va prendre un exemple donc pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, si la holding elle est passive, elle peut bénéficier indirectement du trade. Donc, dans ce cas-là, donc comme je vous l'ai dit, l'engagement collectif il est pris par la holding sur les titres de la société opérationnelle. Et lors de la transmission des titres de cette holding, on va procéder en 2 temps. On va calculer d'abord un pourcentage de la participation de la société opérationnelle dans l'actif brut de la holding. Et ensuite, on va appliquer ce pourcentage obtenu à la valeur des titres donnés. Alors, quand je parle d'actif brut, c'est le texte, mais il faut comprendre valeur. Donc, on est en prix de vente. Quelle est l'évaluation de l'entreprise? Même si j'emploie le terme d'actif brut, il faut comprendre évaluation, enfin valeur. Donc, si on ensuite, donc sur ce slide-là, j'ai pris l'exemple d'une holding donc passive, donc d'un chef d'entreprise qui détient des titres par l'intermédiaire d'une holding passive. Cette holding passive, elle a plusieurs titres dans son portefeuille. Elle détient 100% des titres d'une société opérationnelle qui est évaluée donc à 2 millions d'euros. Et puis, elle détient également 99% d'une SCI qui est évaluée à 500 000 euros. 99%, pourquoi? Parce que dans les SCI, il faut qu'il y ait au moins 2 associés. Donc, j'ai pris 99%. Donc, ça veut dire quoi? Là, déjà, uniquement à ce niveau de schéma, on peut dire que la valeur totale de la holding passive, elle est de 2 millions plus 500 000 euros, 2 500 000 euros au niveau de son portefeuille titre. D'accord? Donc, si on passe au slide suivant, comment est-ce qu'on va calculer finalement donc la base donc du trade et comment est-ce qu'on peut appliquer ce du trade? Donc, on vient de voir donc que la valeur de la holding passive elle est de 2,5 millions, donc c'est-à-dire les 2 millions d'euros plus les 500 000 euros donc de la SCI. Le pourcentage de la participation, quel est le poids de la participation de la société opérationnelle dans l'actif brut sous-entendu dans la valeur donc de la holding, il est de 2 millions d'euros sur 2 500 000. Donc, c'est en fait égal à 4/5. On va ensuite appliquer donc ce pourcentage obtenu à la valeur donc des titres de la holding qui font l'objet de la donation. Ce que j'avais mis donc dans le précédent slide, c'est que le chef d'entreprise souhaitait donner la moitié de la totalité de ses titres, donc je veux dire donc à ses enfants. Donc dans ce cas-là,
Donc, on va calculer, la base bénéficiant du trade de la façon suivante. On va calculer donc ces 2 500 000 €, donc le montant, la valeur donc de la holding. Le chef d'entreprise donc va en donner 50%, donc on va prendre 50% de ces 2 500 000, c'est-à-dire un montant de 1 250 000, et on va appliquer le pourcentage qu'on a trouvé, donc de 4/5, qui, je vous le rappelle, c'est 2 millions d'euros valeur de la société opérationnelle dans la valeur de la société holding qui faisait donc 2,5 millions. Donc, on arrive à un montant de 1 million d'euros. On va pratiquer donc l'abattement du trade de 75% donc sur cette valeur. On va avoir donc un abattement donc de 750 000 € et donc on aura une base taxable qui va pouvoir donc bénéficier, qui aura bénéficié du trade de 250 000 €. Alors évidemment, comme le chef d'entreprise donne ses titres de la société, holding passive, il va falloir qu'on rajoute également les 50% de la SI qui, eux, ne bénéficient pas du trade. Donc, en fait, on aura une base taxable au niveau des droits de donation de 500 000 €. Si cette holding, on peut passer au slide suivant, si cette holding avait été animatrice, qu'est-ce qu'on aurait trouvé comme chiffre? On aurait pu faire le trade, donc au niveau des titres de la holding, parce que là, l'engagement collectif, dans ce que je viens de vous décrire avec la société passive, il se fait entre la société passive et la société opérationnelle. Donc, cet engagement collectif, il va être pris à ce niveau-là. L'engagement collectif, on ne peut le prendre que sur des titres qui peuvent bénéficier, bien évidemment, du trade. Donc là, si si cette société avait été animatrice, on aurait pu faire le trade directement sur les titres de la holding. Et la holding, donc, qui a toujours une valeur de 2 500 000 €, eh bien, on aurait pu appliquer ce trade sur 50% de cette valeur-là. C'est-à-dire que là, on aurait un abattement de 75% de trade sur les 1 250 000 € qui comprennent bien donc la fameuse SCI, et on aurait une base taxable de 312 500 €. Dans le cas précédent, on avait une base taxable de 500 000 €, alors du trade 250 000, mais auquel il fallait rajouter les 250 000 € de la SCI. Là, on intègre la SCI dans la valeur donc de la holding passive et on peut appliquer le trade à ce niveau-là, parce que cette holding passive aussi n'a pas comme activité l'activité immobilière prépondérante. Il faut faire aussi attention à ça, c'est-à-dire dans la composition de l'actif de votre holding passive, il ne faut pas que la trésorerie ou bien alors l'actif immobilier soit d'un montant qui soit supérieur et qu'on puisse après qualifier cette holding de société immobilière. Attention donc quand même à ça. Donc là, on suppose que l'activité opérationnelle, et c'est le cas dans mon exemple, est prépondérante, donc bien évidemment dans l'actif donc de cette fameuse holding. Donc là, notre base taxable, elle est de 312 500 € et vous voyez que selon que la société, elle est animatrice ou bien qu'elle est passive, eh bien ça fait quand même un écart d'assiette, on va dire de 187 500 € par rapport donc à la situation de la société passive vue précédemment. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est pas parce que vous avez une société passive dans votre schéma que cela veut dire qu'on ne peut pas faire du trade. On peut quand même faire du trade. La base, elle est réduite, forcément, parce qu'on ne peut pas appliquer le trade sur la fameuse SCI de 500 000 €, mais on peut quand même, bénéficier malgré tout donc du trade. Alors, à se poser aussi la question, est-ce que mon immobilier d'entreprise, je le mets dans la holding ou je ne le mets pas? Bon, il y a quand même aussi un certain nombre d'autres questions qu'on pourrait se poser et que je n'aborde pas là, mais que je soulève quand même. Ensuite, pour le slide suivant, ce que l'on peut dire aussi sur ces histoires d'engagement collectif des titres et des détentions indirectes, c'est que le régime du trade, il est applicable également en cas de double degré d'interposition, mais pas plus. C'est-à-dire que la fusée, elle peut avoir 2 étages. La holding dont les titres font l'objet de la donation détient dans ce cas-là une participation dans la société opérationnelle à travers une holding passive intermédiaire. Et dans ce cas-là, alors je ne vais pas développer par un exemple parce que sinon après je vais vraiment peut-être trop déborder et pas laisser suffisamment de temps à Patrick, mais dans ce cas-là, on applique le même calcul que précédemment. Donc je vous le rappelle parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement arrêté sur ce slide-là, c'est-à-dire qu'on calcule le pourcentage de la participation de la société opérationnelle dans l'actif brut, sous-entendu valeur de la holding, et ensuite on applique ce pourcentage obtenu à la valeur des titres donnés. Donc on pratique de la même façon et ensuite on va regarder quelle est la valeur que représente la holding intermédiaire dans l'actif brut de la holding de tête
et on va multiplier cette valeur par ces deux quotients. Donc, il faut retenir aussi que même quand vous avez une superposition de holding passive, vous pouvez malgré tout faire un Dutreil, mais c'est dans la limite de deux sociétés interposées. Donc, les titres des sociétés interposées n'ont pas à faire l'objet d'un engagement collectif de conservation. On peut passer au slide suivant. Et le bénéfice de l'exonération est subordonné à ce que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. Donc là-dessus aussi, il faut faire attention parce que pendant toute la durée de l'engagement, parce que si jamais, ça veut donc dire qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas faire un certain nombre de choses si vous avez conclu un Dutreil dans ces conditions-là. Par contre, il y a eu déjà des réponses. Quand on augmente les participations, là, on n'a pas de problème, mais il ne faut surtout pas descendre en dessous des participations qui ont été vues, je veux dire, dans le cadre de ces engagements collectifs. Parce que là, dans ce cas-là, le pacte Dutreil peut être remis en cause, c'est même pas peut-être, il sera remis en cause par l'administration fiscale. Je vais passer au dernier point que j'avais envisagé, qui est l'issue de l'engagement collectif de conservation. Cet engagement, cette issue, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer le démarrage de l'engagement individuel de conservation. Tant que l'engagement collectif de conservation n'est pas dénoncé à l'administration fiscale, il se poursuit, empêchant l'engagement individuel de conservation de démarrer. Alors, attention à ça, parce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait des engagements collectifs de conservation qui soient signés et sans date limite, ou bien alors, vous voyez, qui se renouvellent et qu'on ne mette pas de date butoir. Attention à ça, parce que ce n'est pas parce qu'il y aura un engagement individuel de conservation qui aura été signé par les parties que cela veut dire que l'engagement collectif de conservation est éteint. Il faut le dénoncer. Donc ça, c'est un point important, c'est du formalisme, mais il faut y penser, parce que sinon, ça sera fichu. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi, dans les points d'attention et les risques. J'avais noté ces quelques points d'attention. J'espère que vous avez pu suivre et que je n'ai pas été trop vite. Et je vais passer la main, donc, du coup, à Patrick, qui va nous parler donc du pacte familial, qui est un outil indispensable. Merci. Bien, merci. Les deux précédents intervenants ont tenu leur rythme et leur temps de parole. Je vais essayer d'en faire autant. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien, parce que comme en plus j'ai le rôle d'appariteur, je ne vois que les slides. Alors, le pacte d'actionnaires familial. Nous avons choisi cette partie-là, parce que bien évidemment, en transmission familiale, il y a des tas d'autres sujets qui auraient pu être traités, notamment la holding animatrice qui aurait pu être développée, le financement qui aurait pu être développé. Pourquoi le choix du pacte d'actionnaires familial et pourquoi on écrit en gros et en une autre couleur pour pas que ça vous échappe? Parce que ce pacte nous paraît indispensable. D'abord, parce qu'il y a des obligations de détention des titres, etc. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui remette en cause toute la fiscalité de tout le monde. On vient de vous le dire. Et indispensable parce que quand on commence à regarder ce sujet, on constate une jurisprudence incroyable et surtout dans cette jurisprudence, des cours qui donnent des avis différents. Alors, non pas parce qu'ils sont comment dirais-je, chacun essayant de se différencier pour paraître le plus beau, simplement parce que les faits peuvent faire que la jurisprudence va être totalement différente. Donc, les points qui vont être abordés, c'est la validité d'un pacte, la promesse de porte-fort, la durée du pacte, très très important, l'opposabilité du pacte, et je vois certains derrière leur écran qui disent mais comment ça peut être opposable un pacte puisque de toute façon c'est une signature entre des personnes sous seing privé, mais oui, il peut y avoir d'opposabilité. La discrétion et la vie du pacte, bien évidemment, l'intérêt de ce pacte, c'est qu'il ne sera pas connu des tiers.
Et enfin, on fera quelques petits points particuliers sur un peu en synthèse sur le pacte familial. Alors, la validité d'un pacte et puis cette notion de consentement. Bien évidemment, le pacte ne s'opposera pas au statut. Il a comme objectif de compléter les statuts et d'avoir des conventions entre certaines personnes. Je le développerai un peu plus tard. On pourra voir qu'il peut y avoir plusieurs pactes à l'intérieur d'une même structure. Donc, ce pacte est valide pour pouvoir aller au-delà et surtout, il faudra bien s'assurer que ce pacte respecte l'ensemble des règles du code de commerce, du code civil aussi, puisque tout ce qui est contrat est géré par le code civil, respecte les règles du code de commerce, mais respecte également les statuts. Alors, peut se poser la question, en SAS, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre l'ensemble des éléments dans les statuts, puisqu'il y a une très grande liberté. En matière de société anonyme, la liberté existe sur certains points, mais il y a certaines règles qui sont incontournables et auxquelles on ne peut pas déroger. Mon point de vue, bien évidemment, ce n'est que mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le partager, le vrai et bon point de vue, comme à l'accoutumée, c'est le vôtre. Mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux quand même en SAS, faire un pacte plutôt que de mettre des statuts trop importants, d'autant plus qu'on verra tout à l'heure que l'actionnariat peut changer et c'est plus facile de changer parfois sur certains points un pacte que des statuts, surtout s'il y a des gens des actionnaires qui ne participent pas au pacte familial. Alors, la validité en tant que convention, donc je disais, il faut respecter les règles du code de commerce, mais également du règle du code civil. Moi, je vous accorde que c'est un peu technique tout ce qu'on voit, c'est pas le truc le plus marrant en veille de fête, ça je vous le concède, mais on est obligé de faire référence à tous les textes parce que vraiment ce sujet-là, la transmission et celui-là en particulier, c'est assez technique. Donc, je vous rappelle ici les 4 éléments, les 4 conditions nécessaires qui sont retenues dans l'article 1108 du Code civil. Pour qu'un contrat soit valable, il faut le consentement, la capacité à contracter, l'objet certain de l'engagement et une clause de licité. Alors le consentement. Dans le consentement, le Code civil dit qu'il n'y a pas consentement lorsqu'il y a une erreur, le dol, le devoir de loyauté, ainsi que la violence. Je vais exclure immédiatement la violence. Ce n'est pas un vrai sujet. Ce n'est pas un vrai sujet dans le pacte familial, sachant que est reconnu par la jurisprudence qu'il peut y avoir violence si une personne qui a plus de pouvoir, souvent le père qui va transmettre, oblige à un certain nombre de choses, mais même si c'est reconnu par la jurisprudence, c'est quelque chose qui est difficile à démontrer. L'erreur, ça serait éventuellement, là encore, pour moi, c'est pas vraiment un sujet, c'est qu'on n'avait pas des informations suffisantes et on a fait dans le pacte quelque chose qui n'était pas compatible avec d'autres éléments juridiques de la société. Alors, le dol et le devoir de loyauté. Alors, le dol,
c'est quelque chose qui, dans la jurisprudence, se retrouve souvent lorsqu'il y a plusieurs pactes d'actionnaires. Je développerai ça un tout petit peu plus tard sur la notion de plusieurs pactes d'actionnaires. Et bien évidemment, le devoir de loyauté, pour moi, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire qu'il faut une transparence totale. D'ailleurs, transparence est totale. Donc, il faut vraiment que, notamment lorsque le pacte va être signé entre des personnes qui sont dans la gouvernance de la société et certains qui ne sont pas dans la gouvernance de la société, il faut bien évidemment que ceux qui ne sont pas dans la gouvernance soient informés du maximum de choses avant de signer ce pacte, parce qu'il est clair que ce pacte pourrait avoir des conséquences sur des actions futures. Enfin, la capacité de contracter, alors là, c'est assez rapide. Hein. La vraie problématique va être sur les enfants mineurs. Alors, il est très important que dans le pacte, en ce qui concerne des enfants mineurs, les représentants soient nettement identifiés et il faut que ce représentant des enfants mineurs prenne des décisions que en fonction de l'intérêt de l'enfant, tout en respectant bien évidemment l'intérêt social. Alors, la promesse de porte-fort, ça c'est quelque chose, donc on va donner, grosso modo, l'idée c'est de donner des pouvoirs supplémentaires à certaines personnes où on va se mettre d'accord pour voter dans tel ou tel sens. Alors, cette promesse de porte-fort, dans un premier temps, la réflexion que l'on peut mener, c'est de se dire que ces textes-là vont à l'encontre du principe du libre exercice du droit de vote à l'Assemblée générale. Donc, il va falloir être très, très prudent sur ces textes-là pour vraiment ne pas aller trop loin, parce que sinon le pacte serait remis en cause. Bien que le droit, comme je viens de le dire, pourrait être contre ce genre d'article, eh bien, puisqu'on va à l'encontre de quelque chose qui est le libre exercice du droit de vote, comme je viens de le dire, néanmoins, puisqu'il y a de nombreux auteurs, puisqu'il y a de jurisprudence qui font que les cours ont pris des décisions, on peut maintenant dire qu'il est implicitement admis que de faire référence à ces promesses de porte-fort dans le pacte d'actionnaires. Attention, on le verra ça aussi un tout petit peu plus tard, l'actionnaire ne doit pas être indéfiniment bloqué dans ses droits de vote et il faut évidemment il faut évidemment que l'actionnaire ne soit pas trop limité dans le temps, comme je viens de le dire, mais également sur les décisions qu'il doit prendre. Donc, en plus, pour être valable, il ne peut pas y avoir, et ça c'est important, il ne peut pas y avoir de contrepartie financière. Et toujours la même phrase que j'ai déjà citée tout à l'heure pour les enfants mineurs, toutes les décisions qui ont été prises, tous les articles qui ont été rédigés ne doivent pas aller à l'encontre de l'intérêt social de la TVA. C'est parce que je dois avoir une ou deux déclarations en retard, excusez-moi. De l'intérêt social de la société. Alors, donc, les utilisations de ces promesses, on va les trouver beaucoup quand il y aura des pactes familiaux différents, et lorsqu'on a des pactes d'actionnaires différents, et en général, ce sont des décisions qui portent sur des prises de décision, ce sont des décisions
qui porte essentiellement sur la gouvernance de l'entreprise et également sur les décisions particulières pour ne pas bloquer éventuellement le financement d'une entreprise, etc. Donc, on va les limiter, hein, ce genre de choses. Et puis, s'il y a plusieurs pactes d'actionnaires, ça permet peut-être, je vais prendre un petit exemple, il y a plusieurs groupes familiaux. On est déjà à la 5e génération. Il y a plusieurs groupes familiaux qui vont avoir des intérêts divergents. Eh bien, il est possible que chaque groupe familial fasse un pacte entre eux et qu'on ait un pacte supplémentaire justement sur les conditions de vote, etc., entre plusieurs groupes familiaux, de telle manière à pouvoir faire vivre l'entreprise dans des conditions normales. Alors, la durée du pacte. Alors, c'est comme le fût du canon. C'est un certain temps. Et là, la jurisprudence ne va pas nous aider. De toute façon, il me semble, en tout cas, évident qu'un caractère perpétuel ne peut pas exister. On ne peut pas contraindre quelqu'un sur une durée très, 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 très longue. La problématique, et c'est ce que je disais avec mon mauvais humour connu de certains, c'est pour ça que je parlais du fût du canon. Parce qu'on a des jurisprudences où, à 90 ans, ils ont considéré que ce n'était pas perpétuel, et on a d'autres jurisprudences où le pacte bloquant les personnes pendant 20 ans, eh bien, ils ont considéré que c'était déjà une durée trop longue. Pas obligatoirement perpétuelle, mais une durée trop longue. Ce que je veux dire par là, et en synthèse, c'est qu'en fait, je n'ai pas de choses à vous donner. Vous savez, c'est tous ces trucs où on va en formation et on ressort un peu frustré, et je vous prie de m'en excuser par avance, c'est en fait au cas d'espèce qu'il faudra fixer cette durée. Alors, la durée indéterminée, je vais être la praticien et non pas en tant que juriste. La durée indéterminée, bien évidemment, il faut, pardon, ce que l'on retrouve le plus souvent, c'est 5 à 10 ans. S'il y a un pacte, en plus d'un pacte Dutreil avec des avantages fiscaux, il faut que ce soit une durée au moins égale à ce que tout le monde puisse bénéficier de ces avantages fiscaux sans qu'il y ait de remise en cause par l'administration fiscale. Donc, c'est entre 5 et 10 ans. Attention, si le pacte prévoit une tacite reconduction, alors il est important que dans le pacte, il y ait déjà de formuler pour combien de temps ça doit durer cette tacite reconduction. Vous voyez que c'est des choses qui ont été vues, qui ne peuvent pas, à mon sens, même s'il n'y a qu'un seul pacte et pas plusieurs groupes familiaux, vous voyez que ce sont des choses qui ne peuvent pas, à mon sens, être mises dans les statuts et mises à la connaissance de tous. Le slide prévoit la jurisprudence. En fait, j'ai commencé par cela et donc je passe, comme disaient les autres, au slide suivant. Alors, l'opposabilité du pacte. Là encore, vous allez pouvoir dire que ce slide est contradictoire, puisque a priori, un pacte ne peut pas être opposable, en ce sens que ça n'engage que les signataires du pacte convenu. Alors, mais il faut rappeler simplement ici aussi que le pacte n'est pas obligatoirement signé par tout le monde, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Alors les signataires, l'opposabilité du pacte, je l'ai vu tout à l'heure, c'est surtout la notion de loyauté. C'est pas un signataire peut difficilement s'opposer au pacte
quand on parle de loyauté, c'est plutôt avant la signature du pacte. Alors, ce qui est intéressant, de mon point de vue, ce sont les tiers. Alors, les tiers peuvent, lorsqu'ils auraient connaissance d'un pacte, peuvent demander une réparation si ce pacte démontrait que leur propre intérêt est mis en cause. Par exemple, une augmentation de capital où dans le pacte, il est prévu des clauses bien spécifiques là-dessus, où tout le monde doit suivre, etc. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Eh bien, le tiers qui verrait par ces augmentations de capital, notamment si elles sont répétitives, pourrait voir ses parts diluées, et dans ce cas-là, il pourrait s'opposer au pacte et demander des dommages et intérêts. Eh bien, la discrétion et l'avis du pacte, bien évidemment, j'ai déjà dit, le pacte, pas de publication et possibilité d'avoir des personnes, plusieurs pactes avec des clauses différentes, notamment lorsqu'il y a plusieurs catégories d'actionnaires. Je pense notamment s'il y a comme catégorie d'actionnaires les fondateurs, les repreneurs actifs, les observateurs et les actionnaires inactifs. Alors, par exemple, j'ai oublié un peu les fondateurs. Par exemple, les repreneurs actifs vont mettre des limites dans le pacte sur les repreneurs actifs et faisant partie également de la gouvernance de l'entreprise. Alors, eux, ils vont peut-être mettre un certain nombre de clauses pour pas que les actionnaires inactifs soient sans arrêt avec des demandes au-delà de ce qui est prévu par la loi. Bien évidemment, l'actionnaire inactif pourra lui demander à ce qu'il y ait des éléments complémentaires par rapport à ce qui est prévu par la loi afin de pouvoir suivre la vie de l'entreprise. Une petite parenthèse, en tant que commissaire aux comptes, s'il y a des demandes supplémentaires, il semblerait qu'on ne puisse répondre à ces demandes que dans la limite des NEP, bien sûr, et qu'à la demande de la gouvernance de l'entreprise. Si ce n'était pas le cas, alors les personnes qui sont dans le pacte et qui ont fait des demandes supplémentaires devront prendre à leur charge ces demandes. Cela, c'est un cas d'école. En général, on s'est mis d'accord pour que ce soit l'entreprise qui le fasse. Alors, l'exécution forcée, c'est effectivement le droit, des droits de préférence, de préemption, des conventions de vote. Je donnais des exemples par rapport à l'exécution forcée. Le pacte prévoit que tous les ans, on fasse une évaluation de l'entreprise et que le jour où on vend, personne ne puisse vendre en dessous de ce prix. Et en définitive, il y en a un qui a il y a une jurisprudence en ce sens. Il y en a un qui va en dessous du prix. Pourquoi, comment, je n'ai pas lu la totalité du document. Il vend en dessous, peut-être qu'il avait besoin de sous plus que les autres. Eh bien, il a dû payer des dommages et intérêts aux autres signataires du pacte, en ce sens qu'ils ont dit qu'en vendant moins cher que ce qui était prévu dans le pacte, eux-mêmes, lorsqu'ils ont dû céder, eh bien, ils ont dû céder à un prix moins cher et ils ont donc obtenu des dommages et intérêts. S'il y avait des actes litigieux, alors on pourrait en faire, on demandait à ce que l'acte ne soit pas validé. J'ai dépassé de 3 minutes, donc je vais aller très vite sur ce dernier slide
Simplement, pour vous dire que les particularités du pacte familial, c'est souvent sur les clauses opérationnelles de gouvernance, les clauses d'information et de contrôle, les clauses de non-concurrence et certaines clauses financières. Et pour conclure, cette fois-ci c'est la vérité, messieurs, dames, mesdames, messieurs, eh bien, dans le pacte, il est très, très important, dans la note préliminaire, il est très, très important de mettre tout ce qui a été vu en amont, parce que s'il y avait des doutes et que l'on doit aller vers le tribunal judiciaire, eh bien, le tribunal apprécie toujours en fonction de l'intention des parties. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire un préliminaire, une note avant de mettre les différents articles, décrivant exactement ce qu'il peut y avoir. Pourquoi, pardon, pas ce qu'il peut y avoir, mais pourquoi. D'accord ? Après, je ne développerai pas les clauses opérationnelles, etc. Le sujet ayant été très technique, je vais me finir avec deux exemples personnels. Le premier exemple, eh c'est une société familiale. Le père cède ses parts à ses deux enfants qui s'entendent pas toujours très bien, mais qui savent gérer leurs problèmes sans pacte familial. Bon, comme ils sont un peu, comme c'était des gens un tout petit peu chauds, comme on dit, quand ils réglaient leurs problèmes, autant vous dire que les voisins, ils l'entendaient. Mais ils ont toujours réglé leurs problèmes. Donc, ces gens cèdent l'entreprise à leurs propres enfants, mais là, il n'y a que une fratrie est composée de 3, l'autre est composée de 2. Il n'y a que une personne de chaque fratrie qui va rentrer. Pour des raisons qui m'échappent, quoique je pense que c'est une question d'honoraire, ils disaient oh, c'est trop simple, c'est entre nous, on veut pas d'avocat, faites tout. Donc on a tout fait. On a fait le rescrit pour l'évaluation. Enfin, on abordait les choses. Et quand on arrivait au pacte familial, ils m'ont dit non, on est dans la même famille, tout le monde s'entend. Sauf qu'au bout de quelques années, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais assez rapidement, on est retourné voir les enfants en troisième génération parce qu'ils ne s'entendaient plus. Des trucs de famille, quoi. Il y en a un qui fait trop beau, l'autre qui ne fait pas assez, etc., etc. Et donc là, on a dit, pas question, on se met autour d'une table et on fait un pacte familial. Pourquoi l'intérêt de ce pacte familial? C'est qu'on prend des décisions en amont, et comme on prend des décisions en amont, alors on prend des décisions l'esprit tranquille. Ce n'est pas à des éminents professionnels qui sont là autour de ce webinaire que je vais apprendre que quand c'est chaud entre des actionnaires, surtout quand ils sont 50-50, l'affect prend beaucoup de place par rapport au raisonnement. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole, je pense, à Jean-Luc. Voilà. Je ne sais pas si on me voit, mais voilà. Rebonjour à tous. Donc, il est 10h17, il nous reste une petite dizaine de minutes pour cette matinale. J'ai pu lire vos questions et peut-être que je vais les poser à nos intervenants pour voir qui peut y répondre. La question qui a été posée était de savoir comment on pouvait intervenir auprès de nos clients et à quel moment pour les inciter à réfléchir à cette transmission d'entreprise et comment est-ce que l'approche transmission un monde de la famille pouvait s'incrémenter. Et l'autre question que j'ai posée en même temps, c'était la durée qu'il fallait envisager pour réussir une transmission. Est-ce qu'il faut y penser à partir de dès le matin quand on se rase ou quand on fait autre chose pour les dames, ou est-ce que il faut vraiment anticiper les choses, bref, et comment et quelle durée? C'est un peu les questions que pour l'instant j'ai pu lire. Qui d'entre vous veut y répondre?
Oui, je peux donner quelques éléments de réponse. Je dirais que donc le premier point, le critère je dirais que si on devait faire un tri pour communiquer à nos clients, les inciter à réfléchir sur le sujet de la transmission, c'est de savoir si parmi les associés ou voire même les salariés, il y a un de leurs enfants qui fait partie de la société. Donc là déjà, il y a un gros avantage parce que le choix du repreneur, il va être plus simple. Bon. Donc ça, tous ceux qui sont dans ce cas-là, il faut leur envoyer, enfin communiquer avec eux, leur dire voilà, on peut vous aider et il y a peut-être quelque chose à faire. Deuxième point, l'âge, je pense qu'il faut s'y prendre, comme on a dit dans le titre, il faut anticiper. Et je dirais qu'à l'âge de 60 ans, je pense que c'est une bonne, ça me paraît, c'est 5 ans avant la retraite. S'il y a des montages à faire, puis qu'on connaît la règle de l'abattement des 500 000, 2 ans avant ou 2 ans après, on ne sait pas comment l'état de sa santé peut évoluer. Donc il faut voilà, il faut se donner une petite marge. Je pense que 60 ans, c'est le bon compromis. Voilà, je ne sais pas s'il y avait un autre point auquel j'ai peut-être pas répondu. Alors, il y a… Oui, Martine doit intervenir aussi. Oui, ce qui me vient à l'idée aussi, c'est que il n'y a pas, enfin bon, chaque chef d'entreprise sait très bien que tôt ou tard, il faudra qu'il passe la main. C'est pas forcément à 60 ans d'ailleurs. Enfin, bien évidemment, là, on est un peu dans le cas de la transmission aux enfants, c'est le sujet, mais on voit de plus en plus quand même de chefs d'entreprise qui ont envie de faire autre chose, hein, et à 45, 50 ans. Simplement, moi, ce que je dirais, c'est que dans tous les cas, il faut quand même y songer parce que il peut y avoir aussi en amont des modifications. La société, elle n'est peut-être pas dans la bonne forme. Il y a peut-être des choses à faire au niveau des associés. Il y a peut-être une fusion à faire. Il y a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, l'immobilier qui est mis dans une SCI. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas l'apporter dans la société? Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont envisagées. Et forcément, plus on le fait en amont, et mieux c'est parce que il faut du temps, je veux dire, pour réaliser toutes ces opérations-là. Il y a peut-être, je veux dire, des catégories particulières d'actions à faire, je veux dire, avec des droits de vote prioritaires. Enfin bon, il y a plein de choses qu'il faut envisager et pour ça, il faut vraiment discuter avec son client, déjà essayer de voir un petit peu s'il a dans la tête de partir de son entreprise, mais pas forcément parce qu'il est âgé, tout simplement parce qu'il a envie de faire autre chose, qu'il en a ras-le-bol. Hein. Avec la période du Covid, on a vu quand même un certain nombre de chefs d'entreprise avoir envie de faire autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, il faut peut-être se poser et faire un petit peu un audit, je dirais, de la situation globale. Hein. Il faut avoir une approche globale de l'entreprise et du chef d'entreprise et voir s'il y aurait peut-être pas des choses qu'il faudrait aménager dans tous les cas, même avec une session, hein, tout simplement. Hein. Donc, je pense qu'il y a ça à voir et puis savoir aussi détecter ce qu'a en tête le chef d'entreprise parce que lâcher le pouvoir, tout ça, ça leur plaît peut-être pas. Enfin bon. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bien d'anticiper au maximum hein, et d'avoir vraiment une approche globale. L'évaluation de l'entreprise, est-ce qu'on a une idée de l'évaluation de l'entreprise? Est-ce que bon. Donc, tout un tas de sujets, il me semble, plus c'est préparé tôt, tout au moins, plus on y a réfléchi tôt et mieux c'est. Oui. Oui, je pense qu'effectivement, la session, c'est encore 5 années de plus, je pense, au moins. Oui, merci Jacob, merci Martine. Juste un petit commentaire complémentaire, si vous m'y autorisez, c'est que ce sujet est toujours très délicat. Parce que quand on parle d'un chef d'entreprise de la succession, la transmission, quelquefois on peut avoir des mauvaises réactions du chef d'entreprise qui considère qu'il est encore vert, même s'il a 70 ans. Moi, j'ai eu le cas d'un client qui avait 82 ans et qui ne comprenait pas que je parle de transmission. Donc, ça devient un peu délicat. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est souvent aux experts comptables, plutôt qu'à leurs collaborateurs, d'aborder ce sujet dans une relation de confiance avec leurs clients au moment qui leur paraît opportun, dans un esprit d'aide, d'accompagnement, et non pas
dans un constat qui serait âgé et qu'il faut vraiment qu'il pense à passer la main. Et l'autre élément qu'a soulevé à l'instant Martine, c'est que la période que nous vivons, que nous avons vécu depuis 2 ans et qu'on vit encore aujourd'hui, avec cette pandémie, ça amène quand même certaines entreprises à s'interroger sur la suite. Donc, c'est aussi le moment pour nous de les accompagner, de leur faire sentir qu'on est à leur côté, plutôt que même par une circulaire ou un mailing ou autre chose, et par une approche directe. Moi, c'est ce que je recommanderais plutôt, en sachant qu'il faut du temps. Et le temps n'est pas uniquement le temps lié aux opérations de transformation juridique ou de chiffrage d'une évaluation ou autre chose. Et quelquefois, c'est du temps de maturation individuelle pour que le dirigeant se prépare lui-même à cette solution, cette piste de lever le pied progressivement et de trouver une solution qui d'ailleurs n'est pas unique. Ce matin, on a traité la transition familiale, mais il peut y avoir des cas de mixage de plusieurs solutions avec association de salariés, familiales, voire à des tiers. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et on a vu des cas aussi avec faire entrer des fonds éventuellement. Donc, la solution n'est pas unique, elle prend du temps et chaque cas est particulier. C'est ce que je voulais vous dire en synthèse. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre comité de transmission au sein du Conseil régional de l'ordre des assureurs comptables de Paris-Île-de-France, on essaie d'avancer sur ces terrains parce que, nous avons la conviction que dans le cadre du service qu'on doit apporter à nos clients, c'est un sujet que l'on doit connaître. La nature ayant horreur du vide, si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Et aujourd'hui, bien souvent, quand un client nous parle lui-même de transmission, on a quelquefois un peu de surdité à ne pas vouloir entendre. Certains, inconsciemment, pensent qu'ils vont perdre un client alors qu'ils n'ont pas compris souvent qu'il y a là des missions potentielles à développer à valeur ajoutée extrêmement importante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se préparer en amont par rapport à ça et que même nous devrions non pas attendre que le dirigeant, notre client, nous en parle, mais nous anticiper. La critique qu'on nous fait souvent, pour ceux qui fréquentent les congrès de l'ordre, les congrès nationaux, où souvent il y a des reportages sur profession, radio-trottoir, sur ce que pensent les entreprises de notre profession, bien souvent la critique qui nous est faite, c'est qu'on manque de temps, on n'est pas assez présent, on n'est pas assez proposant. Ce sujet-là est un sujet très important. C'est l'entreprise qui crée son entreprise, c'est sa vie, son entreprise. Souvent, c'est sa vie, c'est son bébé. Et il était encore plus présent dans son entreprise qu'auprès de ses propres enfants. D'où l'importance de nous impliquer, mais de connaître. Parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler. Les solutions, on l'a vu ce matin, sont quelquefois techniques, il faut les connaître. Le pacte du Treil, tout le monde n'est pas à l'aise par rapport à cela. Donc il faut... Et puis on a vu qu'il y a plusieurs cas de figure, et puis que ce n'est pas forcément tout ou rien, qu'il y a plusieurs. Et les aspects familiaux, quelquefois, sont tellement, je dirais, personnels, qui nécessitent, je dirais, beaucoup de doigté, d'empathie, d'humilité, pour en parler avec eux. Peut-être que Patrick va ajouter quelque chose, que je ne vais pas laisser intervenir là, sur ce cas-là. Non, c'est l'idée. Je sais que tu as une grande expérience. Comment ? Pardon ? Je sais que tu as une grande expérience des transmissions, pour ça je te passe la parole. Non, j'ai rien à rajouter. Je pense que l'élément essentiel, c'est de s'y prendre très tôt, que ce soit une transmission familiale ou une transmission tout à fait classique vis-à-vis des tiers. Ok, très bien. Écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser, même par mail, en les adressant au Conseil de l'Ordre, au comité de transmission. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts, bien sûr, on a besoin de ressources. Et juste une information pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous allez pouvoir bientôt bénéficier d'un travail collectif de notre comité, puisque nous avons rédigé un e-book, donc il va pouvoir vivre, que vous allez bientôt avoir en ligne, sur tout ce qu'il faut savoir de la transmission, non pas que familiale, mais ce qu'il nous faut savoir, nous, experts comptables, pour mieux naviguer dans cette matière si riche, si complexe, si intéressante et si vivante.
Merci à tous de nous avoir suivis. Il est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes fêtes de fin d'année et de nouvelle année en même temps, et de prendre soin de vous et de vos proches. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.